Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Double actualité dans le monde de la justice. Ce matin à la Cour de cassation, Emmanuel Macron s'est notamment exprimé sur l'indépendance du parquet. Cet après-midi, la garde des Sceaux Nicole Belloubet se voit remettre les propositions des chantiers de la justice avec à la clé des pistes de réformes à venir. Notre débat tout à l'heure. Alain Juppé prend ses distances vis-à-vis des Républicains. Le maire de Bordeaux n'a pas payé sa cotisation pour 2017 et ne le fera pas non plus en 2018. Il quitte aussi la présidence LR de la Gironde. Au cœur de son désaccord, la ligne eurosceptique de Laurent Wauquiez. Les réactions politiques dans ce journal. Enfin, c'est un cadeau de Noël qui arrive un peu en retard. Les 4 opérateurs téléphoniques Orange, SFR, Free et Bouygues vont investir plus de 3 milliards d'euros pour améliorer la couverture numérique du territoire. Objectif, éradiquer les zones blanches, ces territoires privés d'Internet ou de réseaux mobiles de qualité. On en parle dans un instant. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek dans la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais d'abord, opération prison morte dans de nombreux centres pénitentiaires. Après l'agression de 3 gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil et la démission aujourd'hui du directeur de l'établissement, les syndicats réclament plus de moyens pour leur sécurité face aux détenus radicalisés les plus violents. Ce matin, le président de la République a annoncé un plan pénitentiaire global avant fin février. On l'écoute. La prison, quant à elle, au-delà des 15 000 places à construire sur lesquelles je me suis engagé, doit être profondément modernisée, transformée. J'ai demandé à ce qu'un plan pénitentiaire global me soit soumis avant la fin du mois de février 2018, qui concerne non seulement les questions immobilières, mais les personnels pénitentiaires, qu'il s'agisse des personnels de surveillance ou des personnels de probation et d'insertion. Il concernera également le renseignement pénitentiaire et, d'une façon générale, le statut de détenu. Alors, quelle est la situation dans les prisons? À quelles difficultés fait face le personnel pénitentiaire au quotidien? Samia Dechir et Cécile Sixou ont pénétré au cœur de la prison de Fresnes la semaine dernière à l'occasion de la visite surprise de 2 sénateurs communistes. Reportage exclusif dans la plus grande prison d'Europe, mais aussi la plus peuplée. Bonjour monsieur, je suis sénatrice du Val-de-Marne, Laurence Cohen, donc j'ai fait avec mon collègue Pascal Savoldelli pour faire une visite au niveau de la prison. Hier on a essayé de vous joindre vainement, donc... Justement, si vous êtes sénatrice, il faudra demander à ce qu'ils mettent une standardiste comme il y avait avant, mais il n'y a plus de budget apparemment. Le budget à Fresnes, comme dans toutes les prisons d'Île-de-France, c'est le nerf de la guerre. Laurence Cohen et Pascal Savoldelli, 2 sénateurs communistes, vont très vite s'en rendre compte lors de leur visite surprise de l'établissement. Ici, le taux d'occupation dépasse les 200%. Les détenus s'entassent à 3 par cellule et la cohabitation est parfois difficile. Ils nous mettent un 3e, tu sais, il a 20 ans, il fume la coke, il fume le shit, il fume tout ça, on ne peut pas supporter nous. Dans quelques mètres carrés, 22 heures sur 24, il faut supporter la promiscuité, les rats et les punaises de lit. Ils ont des boutons, ils sont piqués, donc en fait on demande des désinfections de cellules, mais les punaises elles ne sont pas affectées à telle cellule. Voilà, elles peuvent aller à la cellule d'à côté, la cellule d'en dessous, la cellule d'au-dessus, donc c'est un peu une course. On désinfecte une cellule, et puis c'est celle d'à côté, puis on désinfecte, et puis on désinfecte. Une insalubrité qui se retrouve au sanitaire. Les détenus redoutent l'humidité et le froid des douches auxquelles ils n'ont pas accès tous les jours. C'est effectivement 3 douches par semaine. Par nombre d'effectifs? Oui, et puis par rapport au mouvement, ils sont trop nombreux, donc effectivement on ne peut pas leur donner à tous la douche tous les jours. La maison d'arrêt de Fresnes compte aujourd'hui 800 surveillants pour 2650 détenus. Un surveillant gère donc seul jusqu'à 150 détenus. Dans ces conditions, l'établissement a le plus grand mal à recruter. Nous avons pas mal de jeunes collègues qui arrivent en première affectation à Fresnes, qui est un établissement assez compliqué en termes de pratiques professionnelles. Et nous essayons de les fidéliser. En essayant notamment depuis l'année 2017 de veiller à leur prise en charge psychologique. Des surveillants à bout, des détenus aussi. Excusez-moi, je vais vous demander de vous décaler, on évacue quelqu'un.
lui, a ingéré trop de médicaments. Une possible tentative de suicide. Il y en a au moins une par semaine à Fresnes. En 2017, l'établissement disposait d'un budget de 11 millions d'euros quand il en aurait fallu 22 pour faire face au nombre de détenus. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'agir au niveau des budgets, mais également qu'il y ait une intervention au niveau de la rénovation de cette prison. Et pour moi, l'urgence, c'est de programmer quand même cette rénovation. Une rénovation qui n'a jamais eu lieu, alors que la maison d'arrêt de Fresnes date de 1898. Et pour prolonger ce reportage, Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne, que vous venez de voir dans ce reportage, est au micro de Saveria Rojek, en duplex de la salle des conférences du Sénat. On l'écoute. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Avant de vous interroger bien sûr sur l'actualité, la colère des syndicats de gardiens de prison, vous venez d'effectuer la semaine dernière une visite à la prison de Fresnes. Fresnes, c'est une des prisons les plus vétustes, si ce n'est la prison la plus vétuste de France. Votre sentiment à l'issue de cette visite? Écoutez, j'ai visité donc cette prison avec mon collègue et ami Pascal Savoldelli. On a été particulièrement atteints par les conditions finalement de détention de ceux qui sont prisonniers évidemment, mais également des conditions de travail des gardiens et des gardiennes, parce qu'il y a une très très grande vétusté et il y a le sentiment d'abandon. Alors justement, revenons à l'actualité. Les syndicats des personnels pénitentiaires ont appelé depuis ce matin un blocage total des prisons. Ils réclament plus de sécurité, bien sûr, à la suite de l'agression jeudi dernier de 3 surveillants par un détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil. Le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil a démissionné ce matin. Votre réaction face à cette colère des syndicats? Écoutez, moi je comprends la colère des syndicats suite à la visite que j'ai effectuée à Fresnes, parce que je crois vraiment que les conditions sont indignes. Effectivement, il y a des délits, des crimes qui sont commis et qui doivent être sanctionnés, et donc la prison est évidemment une de ces peines. Mais il faut que ça se passe dans des conditions de dignité. Or, si je reste sur Fresnes, il y a une insalubrité terrible, des punaises, des rats, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Il y a une surpopulation, c'est 203% d'occupation, donc c'est très dur pour les détenus, mais c'est très dur pour les personnels. Et je trouve justement, en tout cas dans les contacts que j'ai eus à Fresnes, vraiment des femmes et des hommes qui tiennent à leur métier. Donc moi je crois qu'il faut les écouter, ils ont une expertise et il faut donner des moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, moyens qui sont dérisoires, poursuivre cette politique pénitentiaire. Les syndicats dénoncent l'impunité totale dans les prisons et le laxisme des gouvernements. Moi, je trouve surtout que la justice et la société, d'une manière générale, se désintéressent de ce qui se passe dans les prisons. C'est-à-dire que, y compris dans les contacts, dans les entretiens que j'ai eus à Fresnes avec Pascal Savoldelli, on voit bien que nous sommes en bout de chaîne et en bout de course. Ceux et celles, pour la plupart, qui sont condamnés, ont un parcours extrêmement chaotique. Et on voit la démission de la société bien en amont. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler sur les questions de prévention pour éviter justement des actes de violence par la suite qui sont très graves et qui méritent effectivement l'emprisonnement. Et puis après, ces femmes et ces hommes, une fois qu'ils ont purgé leur peine, sont appelés à sortir de prison. Donc si vous laissez des femmes et des hommes dans des conditions indignes, que vous ne les accompagnez pas par mauvaise volonté des personnels du système pénitentiaire, mais parce qu'il n'y a pas les moyens adéquats, vous faites des femmes et des hommes qui sont complètement perdus quand ils sortent et qui peuvent être tentés à nouveau par des actes délictueux. Laurence Cohen, il y a un problème majeur qui se pose de plus en plus aujourd'hui dans les prisons françaises, c'est également la gestion des détenus terroristes. Alors écoutez, moi je peux pas, j'ai pas l'expertise qui me permet de généraliser à l'ensemble des prisons. Ce que j'ai vu en tout cas au niveau de la prison de Fresnes, c'est qu'il y a un vrai investissement au niveau de la direction de cette prison et des personnels, avec un quartier qui est dédié, avec, me semble-t-il, des professionnels qui sont très soucieux justement de faire en sorte que ces détenus à la fois soient suivis
et qu'en même temps ils puissent expertiser exactement leur cas, leur profil. Maintenant, ça ne peut pas se faire à moyens minimaliste et ça ne peut pas se faire à moyens constants. Il y a besoin de redonner des moyens au niveau de la justice, puisqu'il y a les vœux de Madame la ministre de la Justice cet après-midi et que nous sommes en janvier. Moi, je souhaite qu'elle s'empare de la question et que le gouvernement débloque les moyens nécessaires. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Saveria et on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions. Alors ce mouvement dans les prisons françaises s'inscrit dans le contexte d'une rentrée chargée pour la garde des Sceaux. Nicole Belloubet reçoit cet après-midi les propositions des chantiers de la justice. Cette large consultation qui a débuté en octobre 2017 et qui porte aussi bien sur la transformation numérique que sur la simplification des procédures pénales et civiles, en passant par la question très sensible de la carte judiciaire. Le point sur les pistes de réforme avec Sandra Cerquera. Cette nouvelle réforme de la justice se veut celle de la simplification. Au pénal, il est question d'amendes automatiques pour certains délits, comme la consommation de cannabis, une mesure visant à désengorger les tribunaux. Autre piste, cette fois pour désengorger les prisons, développer les peines alternatives à la détention en développant l'usage du bracelet électronique. Un principe qui peut être dangereux, estime l'USM. On ne voit pas du tout sur quels critères le bracelet va être installé. Ça veut dire qu'on installe un bracelet à tout le monde sans même savoir si les conditions matérielles sont réellement réunies, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un bracelet à la cheville, il faut un boîtier émetteur au domicile. Là, il y a énormément de conditions matérielles à remplir. L'idée, ça a l'air d'être de mettre fin tout simplement à toutes les peines de prison de moins de 6 mois. Autre chantier et grande demande de la police, la simplification de la procédure pénale. Le but est de passer plus de temps à enquêter et moins à remplir des papiers. Une réforme de la carte judiciaire est aussi envisagée et elle inquiète les tribunaux du pays. Même si le chef de l'État a affirmé qu'aucun d'entre eux ne sera fermé, certaines juridictions seraient spécialisées pour gagner en efficacité. Toutes ces propositions seront soumises à concertation avant de se concrétiser en un projet de loi présenté au printemps. Et on passe à présent à notre page politique avec la prise de distance d'Alain Juppé avec le parti des Républicains. Le maire de Bordeaux démissionne de la présidence LR de la Gironde et ne paiera pas sa cotisation. On l'écoute. Il est clair qu'une des difficultés de la formation politique LR, c'est que sa composante centriste, qui était une de ses marques de fabrique, je le répète, quand j'ai créé l'UMP, c'était l'alliance des gaullistes, des libéraux et des centristes, et bien cette composante centriste s'est détachée de ce parti, ce que je regrette. Pour ma part, vous êtes très très bien informé, je vous en félicite. Je n'ai pas payé ma cotisation effectivement de 2017 et je n'ai pas envie de payer celle de 2018. Donc j'ai fait savoir que je démissionnais de la présidence de la fédération LR de la Gironde. Je prends du recul et je vais observer ce que sera l'évolution de cette formation politique dans les mois qui viennent, notamment dans la perspective des élections européennes de 2019. Et on poursuit avec la réaction des sénateurs Les Républicains à la prise de recul d'Alain Juppé. Avec vous, Saveria Rojek, vous êtes avec la sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne, Catherine Procaccia. Absolument. Bonjour Catherine Procaccia. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vient de l'entendre, Alain Juppé. Comment analysez-vous ce non-renouvellement de cotisation, ce semi-retrait d'Alain Juppé du parti? Est-ce que c'est une rupture, j'allais dire, comment il faut le lire entre les lignes? Est-ce que c'est une rupture officielle? Bien, M. Juppé ne se sent pas bien au sein des Républicains. Et a priori, ce n'est pas que cette année, puisque j'ai lu dans la presse qu'il n'avait pas renouvelé non plus en 2017, ce qui veut dire qu'il n'a pas participé non plus à l'élection du président des Républicains. Donc il est déjà en marge depuis plus d'un an. Il ne se sent pas bien dans le parti, dans notre mouvement. Il veut un grand mouvement du centre. Eh bien, je dirais, c'est parfait. Je suis contente que des gens comme lui ou comme Dominique Bussereau, qui ne se sentent pas bien au sein de notre parti, s'en aillent, que nous, qui avons voté pour ces élections, quel que soit le candidat, on se sent bien et on croit encore dans les Républicains, et que tous ceux qui viennent critiquer le mouvement viennent le critiquer quand on est à l'intérieur et une fois qu'un certain nombre de choses seront faites. Mais aucun regret qu'une des figures historiques du parti parte de cette façon-là? Non, que les figures historiques partent parce que leur ego d'avoir été battu à la primaire, de n'avoir pas été un recours
s'en aille. Eh bien non, pour avoir les regrets permanents de gens qui ont été des personnalités importantes, qui ont créé le mouvement UMP, mais qui ont envie de créer autre chose ou de plus faire de politique, s'en aille. C'est très bien. Ce que je souhaite simplement, c'est que les médias cessent d'aller voir tous ceux qui ont quitté notre mouvement pour aller leur demander l'avis sur un mouvement dont ils ne font plus partie. Alors, est-ce que c'est aussi, comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est aussi un rejet de la ligne officielle du parti, de la ligne, j'allais dire de la ligne Wauquiez? Mais quelle est la ligne officielle? Pour l'instant, on est en train de faire des procès d'intention à Laurent Wauquiez. Il y a une ligne de fracture sur l'Europe. Sur l'Europe, oui, mais il me semble que les Républicains n'ont jamais été, même au temps de l'UMP, des fanatiques de l'Europe. On est pour l'Europe, oui, mais de l'Europe avec un certain nombre de limites, avec un certain nombre de reconstructions de l'Europe qui sont indispensables. Et si c'est l'Europe, la ligne de fraction, je crois que l'Europe est un alibi, parce que les élections européennes, c'est quand même dans un an. On n'a pas encore déterminé quelle sera notre politique précise. Non, je crois qu'il y a un problème de personnes, peut-être de génération, parce que Laurent Wauquiez a 40 ans, et que d'autres en ont 70, et ce n'est pas une critique de l'âge, puisque j'approche davantage de l'âge de monsieur Juppé que de l'âge de monsieur Wauquiez, mais que ceux qui ne sont pas bien dans notre mouvement aillent créer un autre mouvement ou adhèrent à La République En Marche s'ils ont envie d'adhérer à un autre parti. Vous ne craignez pas pour l'avenir du parti en tant que tel? Pas parce qu'il y a monsieur Juppé qui s'en va. C'est pas le départ de monsieur Juppé et de quelques centristes Catherine Procaccia, on le voit, il y a une hémorragie de plus en plus importante. Non. 2 militants, 2 figures du parti. Militants, on a été 100 000 à voter aux élections au mois de décembre. Tout le monde disait il y en aura 50 000, il y en aura 60 000. Si on a ça, c'est un succès. Il y a eu 100 000 personnes qui sont allées voter. Et pour l'instant, Laurent Wauquiez, avec ses 74%, a toute la légitimité. Ça aurait été Florence Portelli ou Maëlle de Caen, ça aurait été exactement la même chose. Un président a été élu il y a 1 mois et demi, et avant même qu'il ait pu reconstituer un certain nombre de choses, lancer un certain nombre de mouvements, certains sont en train de le clouer au pilori. Mais pour moi, ce sont des problèmes de personnes et non pas des problèmes de fond, ou alors ce sont des problèmes d'ego. Et ceux qui ont un ego, qu'ils aillent porter leurs problèmes d'ego à l'extérieur de notre mouvement. Très bien, le message est clair, un problème d'ego. Merci beaucoup, merci Catherine Procaccia d'avoir répondu à la question. Merci. Merci Saveria en direct de la salle des conférences et qu'on retrouve tout à l'heure. Elle ne quitte pas son parti, même s'il est en crise. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a présenté ce matin ses vœux à la presse pour parler refondation, mais cela dans un contexte tourmenté, alors que le député Front National Bruno Bilde est accusé de harcèlement sexuel par d'anciens collaborateurs. Dans une enquête publiée par Libération, Marine Le Pen a annoncé porter plainte contre le quotidien pour diffamation. Cécile Sixtou. Bonjour. En 2018, Marine Le Pen a pris une résolution, sortir du silence. Depuis son échec au présidentiel de 2017 et un débat d'entre-deux tours calamiteux, son parti, le FN, est en crise. Elle s'attelle depuis à le refonder et outre la formation des cadres et de nouvelles alliances, cela passe pour la présidente du FN par un changement de nom. Le changement de nom que je proposerai aux adhérents mettra en évidence ce que sera ce nouveau front. Un mouvement plus ouvert, plus divers, plus participatif, une force politique mieux préparée et mieux implantée, une force politique dont l'unique objectif sera de prendre le pouvoir pour redresser le pays. Un nouveau nom pour repartir de zéro, d'autant que ces derniers jours, Marine Le Pen doit faire face à plusieurs affaires comme des accusations d'harcèlement sexuel par l'eurodéputé Bruno Bilde ou encore des révélations sur l'amateurisme de sa campagne. Des questions auxquelles elle évite de répondre. Posez vos caméras, posez vos micros et nous allons boire un verre ensemble. Mais vous ne pouvez rien dire qui sera retiré contre vous. Faites-nous confiance. Fin de conférence, elle apprend la mise en congé d'Alain Juppé des LR. Alain Juppé quitte les Républicains. Qu'est-ce qu'on dit Une bonne nouvelle pour elle, la recomposition politique voulue par Emmanuel Macron profite à son parti, qu'elle voit comme seul parti d'opposition. Je me réjouis de cela parce que je crois qu'on est là dans un vrai clivage
et ça n'était pas le cas lorsque on continue à patauger dans ce faux clivage gauche-droite. Se repositionner en chef de parti et retrouver sa crédibilité, voilà les objectifs de Marine Le Pen pour 2018. Et au Parti socialiste, Pierre Moscovici regarde lui la guerre de succession avec, je le cite, désespérance. L'ancien ministre de l'économie plaide pour la mise en place d'une direction collégiale, alors que pour le moment, 5 candidats sont entrés en campagne. Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Olivier Faure, Emmanuel Morel et dernièrement l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho. On écoute Pierre Moscovici. C'est très simple. On a déjà connu des crises au Parti socialiste. Je citerai 1993 où il y avait 50 députés. Je citerai 2002 où Lionel Jospin avait été éliminé. Et le Parti socialiste s'est redressé comment? Ce dont il a besoin, c'est pas d'un combat de chef basé sur des petites phrases. C'est de faire l'inventaire. Il a besoin d'abord de faire l'inventaire. Donc il faut qu'il fasse l'inventaire. Et moi j'y travaille aussi. Oui, il faut faire du quinquennat de François Hollande, de tout ce qui nous a amené à une défaite historique. Enfin, on passe pas de 30% à 6% en 5 ans sans qu'il soit passé quelque chose de majeur. Mais il faut le faire sereinement. Il faut le faire à partir des politiques publiques. Il faut pas le faire avec des petites phrases et en dénonçant les hommes. Il faut une réflexion profonde. Et puis à partir de ça, il faut qu'il y ait une équipe à la tête du Parti socialiste, une équipe, bien sûr un chef, mais une équipe. Autour de qui? Une équipe qui traduise aussi ce qu'est la nouvelle génération qui vient de vos territoires de France, qui traduise la modernité qui existe encore au Parti socialiste. Il faut qu'il y ait une cohérence. Une cohérence, elle doit être réformiste, elle doit être européenne, elle doit être social-démocrate. C'est de ça dont on a besoin. Et on passe au premier débat de Sénat 360. Après 6 mois de négociations, l'exécutif a convaincu les 4 opérateurs téléphoniques, Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom, d'investir plus de 3 milliards d'euros pour améliorer la couverture numérique du territoire. Objectif, éradiquer les zones blanches, ces territoires privés d'Internet ou de réseaux mobiles de qualité. Explication de Clément Perrault. Le gouvernement annonce pour 2020 la fin des zones blanches pour les réseaux mobiles. Cela fait suite à un deal conclu entre l'État et les opérateurs. Julien Denormandie, secrétaire d'État pour la cohésion des territoires, en a précisé les contours dans le journal du dimanche. Orange, Bouygues, SFR et Free s'engagent à investir 3 milliards d'euros. 5000 nouvelles installations sont annoncées, essentiellement des pylônes et des antennes relais. L'engagement porte aussi sur 30 000 km de lignes de train, TER inclus. En contrepartie, le gouvernement s'engage à ne pas mettre aux enchères les renouvellements de fréquences. Ces attributions rapportaient gros à l'État. 2,8 milliards en 2015 pour la bande 700 MHz. Les opérateurs se réjouissent de cet accord. Au lieu que les opérateurs, Bouygues Télécom en particulier, déboursent de considérables sommes d'argent, plusieurs centaines de millions d'euros, qui vont directement dans les caisses du budget de l'État, eh bien, cette fois-ci, ces sommes vont directement dans le financement de pylônes destinés à couvrir en téléphonie mobile les zones les moins denses du territoire. Les associations de consommateurs applaudissent également, mais resteront vigilantes sur la mise en œuvre. C'est bien qu'on relance un plan d'investissement, la France doit investir massivement là-dessus. On a des réserves concernant les zones blanches. On voudrait que les zones blanches ne soient pas simplement la couverture des centres-bourgs tels que c'était spécifié jusqu'à présent. Et puis s'assurer que les investissements seront bien au rendez-vous et que ce n'est pas simplement une promesse mais des engagements qui seront vérifiés sur le terrain. La concrétisation de cet accord sera supervisée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 sur ces fameuses zones blanches et l'investissement consenti par les 4 opérateurs téléphoniques. Avec mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Aignan, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Affaires économiques. Également sur ce plateau, Jacques Drouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Flagy, un village de 660 habitants et président des maires ruraux de Seine-et-Marne. Également à nos côtés, Pierre-Jean Bengozi, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collège de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité des communications électroniques et des postes, le gendarme des télécommunications. Et enfin, également sur ce plateau avec nous, Michel Combeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fédération française des télécoms. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, améliorer la couverture numérique du territoire, sachez que c'est un objectif qui était très important pour Emmanuel Macron, qui s'était montré plutôt volontariste sur ce sujet lors de la première conférence nationale des territoires. C'était au mois de juillet dernier. On va l'écouter. C'est avec le même état d'esprit, enfin, que je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français
en très haut débit. Je souhaite encore accélérer ce calendrier afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. Les opérateurs aujourd'hui rechignent encore dans les endroits qui sont les moins rentables. Nous devons donc, d'ici à la fin de l'année, prendre des dispositions nouvelles d'incitation et de contrainte à l'égard des opérateurs de téléphonie. Première question pour vous, Pierre-Jean Bengozi. On vient d'entendre Emmanuel Macron au mois de juillet dernier. Alors, est-ce que l'on peut attendre justement cette couverture en haut et très haut débit pour tous en 2020 ? Est-ce que cet objectif est aujourd'hui plus réaliste avec ce nouvel accord avec les opérateurs qui s'engagent à investir 3 milliards d'euros ? Je pense qu'il faut effectivement saluer la dynamique qui a été engagée et auquel ont souscrit à la fois le gouvernement, les opérateurs, auxquels ont été directement impliqués l'autorité de régulation, et la plupart des objectifs qui ont été définis conjointement visent effectivement à une amélioration qui soit directement visible. On a jusqu'ici essentiellement appréhendé, y compris, je veux dire, il faut le dire, au niveau de l'ARCEP, les questions de couverture des territoires de manière globale, en pourcentage de la population, mais qui donnait des pourcentages. Et finalement, la partie restante à couvrir était toujours en difficulté, défavorisée. On a eu énormément de récriminations, à juste titre. J'habite moi-même en territoire rural, et je peux le dire... Vous êtes dans une zone blanche ? On est zone grise, je veux dire, mais zone gris clair. On va en parler, comme la flèche. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est absolument insupportable quand on parle de 4G, quand on commence à partir de 5G, et que finalement le voisin dit j'arrive pas à capter, je suis obligé de monter. Il y a des endroits où, bon an mal an, on arrive à avoir un bâton sur son petit téléphone. Dans le meilleur des cas, et pas toujours. Et donc, c'est vrai que la France est pas très bien classée, il faut le dire, dans les classements au niveau européen. 24e sur 28 en Europe en termes de couverture 4G, c'est exact ? Voilà, tout à fait. Et pourtant, les opérateurs ont été plutôt plus vite que les obligations qu'on leur a attribuées, mais c'était clairement pas suffisant. Et les termes de l'accord qui a été collectivement défini ces derniers jours visent justement à amener des solutions visibles à très court terme. Vous parliez d'échéance 2020 pour une grande partie des c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Voilà, tout à fait. Haut et très haut débit. Il a fait la différence entre les deux. Mais on aura également des objectifs même à plus court terme. Dès 2019 et dès 2018, il y a déjà des échéances qui permettront à tout un chacun de voir, en tout cas, que les choses s'améliorent. Christine Agnon, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Alors, quelle est la situation actuelle, déjà pour que les téléspectateurs comprennent bien? Il y a aujourd'hui 541 petites communes qui sont toujours en zone blanche. Est-ce que la France est très en retard en matière de couverture numérique? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, la France est en retard puisque nous sommes 24e pays sur 28 pour la 4G. Mais c'est au niveau des critères qui avaient été choisis justement pour faire cette mesure de couverture. On n'avait peut-être pas suffisamment bien ciblé les bons critères puisqu'on avait plus regardé le pourcentage de population, les zones blanches. Et aujourd'hui, on cherche aussi à avoir une qualité dans effectivement la couverture mobile. Donc c'est aussi au-delà des zones blanches, il y a ces fameuses zones grises. Et donc c'est ce qui est important, je pense aussi dans les objectifs de l'ARCEP, c'est de requalifier donc ces objectifs et de chercher aussi à avoir une bonne couverture. Donc toutes ces populations qui sont en zone intermédiaire grise devraient aussi être mieux servies que maintenant. Voilà. En plus de la question des zones grises, il y a le fait que la couverture ne soit pas la même selon son opérateur téléphonique. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différents opérateurs téléphoniques? Je voyais, par exemple, sur le réseau téléphonique, 98% pour Orange, seulement 90% pour Bouygues. Et sur la téléphonie mobile, on tombe à 48% pour Free. Et le meilleur élève, c'est 65% pour Orange. Alors, effectivement, je dirais de l'important, si on regarde, c'est surtout la notion de couverture ressentie. Et c'est l'un des objectifs au travers de cet accord, qui est effectivement un accord un peu unique. Parce que pour une fois, on replace l'aménagement du territoire au centre des politiques publiques. Et donc l'enjeu était de définir un nouveau thermomètre, cette notion de bonne couverture 4G, justement, pour permettre de s'adapter aux usages qui sont désormais les usages des Français. Et il faut le rappeler, en fait, le nombre d'utilisateurs 4G a doublé en 2 ans. Les usages, le trafic sur les réseaux double chaque année. C'est donc effectivement un défi important qui s'impose aux opérateurs, mais aussi à l'ensemble des pouvoirs publics. C'est celle effectivement d'amener et de rehausser le niveau de qualité attendu par les Français. Et en tout cas, nous nous félicitons de l'accord qui a été signé
et qui nous permettra effectivement de déployer et d'investir. Un accord qui n'est pas sans contrepartie. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, Jacques Drouin, justement, vous êtes maire de Flagy, 660 habitants, une zone grise dont on vient déjà de parler. Vous êtes le président des maires ruraux de Seine-et-Marne. Alors, vous n'avez pas forcément attendu cet accord pour faire des choses sur votre propre territoire. Qu'en est-il? Alors c'est vrai que je reviens un tout petit peu en arrière. Quand en 2008, je suis arrivé, donc j'ai pris la mairie avec une équipe qui était très proche de mes convictions, c'est-à-dire travailler avec les acteurs économiques du territoire et essayer, dans ma commune, d'être un vrai laboratoire de l'innovation. Et à partir de là, je me suis dit, les nouvelles technologies font partie de mes priorités. Et donc, du coup, quand je parle des acteurs économiques du territoire, c'est de travailler avec le monde économique. Et très rapidement, je me suis investi avec des compétences extérieures, avec bien sûr le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui était très proche aussi de ma façon de travailler. Et avec Orange, on a eu vraiment un partenariat extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? D'abord, et avec bien sûr le soutien et l'accompagnement du conseil départemental de Seine-et-Marne, on a mis en place le haut débit. Ça fait déjà 3 ans. Il y a 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on avait un réseau filaire qui était tout à fait en bon état. Et on s'était dit, il suffit d'apporter la fibre optique dans une armoire et on va utiliser le réseau filaire. Et du coup, on va pouvoir se permettre de travailler très rapidement avec cette montée en débit. Aujourd'hui, chaque famille a entre 80 et 100 mégabits. Mais on le voit, c'est votre initiative individuelle qui a donc permis c'est comme ça, c'est comme ça. d'améliorer la situation. Et quand on parle de la ruralité, quand on parle des communes rurales, on a l'impression qu'aujourd'hui, elles doivent disparaître dans le paysage. Je fais la démonstration tous les jours avec mes collègues maires qu'on fait des choses extraordinaires avec des moyens très modestes et on est vraiment très précurseurs sur un certain nombre de sujets. Je vous parle de la montée en débit. Je peux vous parler également de l'expérimentation que l'on met en place avec Orange. C'est d'avoir monté en juillet dernier, on a d'ailleurs fait l'inauguration d'une mini-antenne relais pour avoir la 4G sur ma commune. Aujourd'hui, la 4G, tout le monde a la 4G, sauf ceux qui sont chez SFR ou chez Bouygues, ils ne peuvent pas avoir la 4G. Mais en tous les cas, aujourd'hui aussi, ils ont un confort avec leur portable. Et on est allé encore plus loin, puisque maintenant, on a la 4G, on a la montée en débit, on a créé, dans notre café du village, un coworking rural qui permet de travailler dans ce café, et en même temps, on fait vivre le café, et par ce coworking rural, on est encore dans l'originalité. Voilà pour une initiative très concrète. Alors si l'on prend ce plan de façon plus globale, il va y avoir donc 5000 nouveaux pylônes et antennes qui vont être construits pour permettre la couverture des zones blanches, pour densifier donc la couverture dans ces zones rurales. Mais il n'y a pas que ces zones rurales. On parle aussi des voies ferrées, des TGV, des TER, des autoroutes. Donc cela va concerner absolument tous les Français. Christine Aignaux ? Oui, c'est l'objectif. Alors, j'aime bien vos initiatives de territoire parce que, effectivement, au-delà de servir les Français, il y a aussi toutes les entreprises et tout le tissu économique qui est vraiment concerné par donc le déploiement de cette couverture mobile. Vous avez aussi parlé du fixe. Là, l'accord qui vient d'être fait, c'est pour la couverture mobile. Mais pour effectivement désenclaver les territoires, c'est tout à fait essentiel. Donc, d'où aussi l'importance de couvrir les voies de transport. Alors on va s'intéresser plus précisément au terme de cet accord et puis à la façon dont se sont effectuées les négociations avec les opérateurs téléphoniques. Et on va d'ailleurs écouter le Premier ministre Édouard Philippe. C'était en décembre dernier lors de la 2e conférence nationale des territoires. Et il s'exprimait déjà sur la question de la couverture numérique du territoire. Il attendait un petit cadeau de Noël. On l'écoute. On sait tous que dans certains endroits, en général à la campagne, mais pas seulement, mieux vaut se tenir près de la bonne fenêtre ou sur la bonne terrasse pour avoir la chance de voir apparaître une petite barre sur l'écran de son smartphone. Nous l'avons tous vécu, nous le savons tous. D'ailleurs, les nouvelles cartes montrent qu'en fait, moins de 60% du territoire et beaucoup moins de 99% de la population bénéficient effectivement d'une bonne couverture. On pouvait parfaitement le comprendre il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut difficilement le comprendre, ça ne peut plus durer. Ma responsabilité en tant que chef du gouvernement, c'est de m'assurer que 20 ans après l'invention du mobile, les Français disposent d'une couverture acceptable. Nous avons donc engagé des discussions qui se poursuivent
avec les opérateurs. J'espère que nous les conclurons d'ici Noël. Ce serait un beau cadeau. Je sais que les opérateurs veulent faire preuve de responsabilité et être au rendez-vous des attentes des Français. J'ai bon espoir que ces discussions nous permettent d'aboutir à d'excellentes décisions. Alors Pierre-Jean Bengozi, on va parler de cet accord qui a été conclu entre l'État et les opérateurs. Alors 3 milliards d'euros, je le disais, ça fait un beau cadeau de Noël, même s'il y a quelques jours de retard. Mais en échange, tout de même, les opérateurs vont voir leur licence d'exploitation renouvelée pour 10 ans, sans enchère ni augmentation des redevances payées à l'État. La question que tout le monde se pose, bien sûr, c'est est-ce que c'est rentable? On ne sait pas exactement combien auraient rapporté ces enchères, en fait. Non, je pense que le ministre Julien Denormandie a évoqué il y a quelques semaines la nécessité de chacun des acteurs de cet accord de se faire mal, entre guillemets. Je pense que chacun, effectivement, a changé ses moyens de fonctionner. Je le disais tout à l'heure. Hein. L'autorité, l'ARCEP ne s'est plus simplement posée a posteriori pour surveiller ce qui se passe, mais s'est engagée très directement pour faire des propositions et accompagner les termes de ce processus. Les opérateurs ont pris des engagements qui seront traduits ensuite dans les autorisations de fréquence qui leur sont données. Et l'État a lui aussi fait un effort important en, d'une part, acceptant de changer de logiciel de fonctionnement. C'est-à-dire que d'habitude, effectivement, on avait des fréquences, on les mettait aux enchères et puis on essayait de récolter les sommes maximum pour alimenter le budget de l'État, ce qui est tout à fait légitime. Mais effectivement, les dernières attributions de fréquences, la bande 700 qui venait de la télévision numérique, a rapporté 2,8 milliards à peu près de mémoire au budget de l'État, ce qui est absolument significatif. Donc c'est un vrai geste de la part de l'État, d'une part de dire je ne vais pas forcément chercher à avoir le maximum d'argent, mais je vais au contraire consacrer les ressources potentielles à améliorer la couverture en acceptant de modérer les redevances qu'on va demander pour l'utilisation de ces fréquences, mais surtout en se disant, ce qui avait déjà été fait en Suède d'ailleurs avec énormément de succès, vous avez dans le moindre fjord suédois, y a de la couverture parce que l'État a eu le même type de raisonnement, à savoir, je fais une croix d'une certaine manière sur les ressources que je pouvais avoir, mais par contre, je demande un effort significatif aux opérateurs. Et vous avez évoqué le chiffre de 3 milliards qui représente à peu près l'investissement. Michel Combeau, est-ce que c'est une méthode gagnant-gagnant? Qu'est-ce qui a marché dans cette méthode qui n'avait pas réussi jusqu'alors, puisque franchement, cette question de la couverture numérique du territoire, ça fait des années qu'on en entend parler. Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, n'avait pas réussi sur ce terrain-là. En fait, ça a été l'objet du contrat de mandature que nous avions proposé, nous les opérateurs, il y a déjà presque un an. L'idée de changer de logiciel et de paradigme, comme le disait Pierre-Jean Bengozi, de placer l'aménagement du territoire au centre des débats en matière de politique publique, de considérer qu'un réseau et des opérateurs doivent d'abord investir au lieu de payer à l'État des sommes, 2,8 milliards pour les enchères, c'est 1 milliard d'euros par an en moyenne pour les redevances de fréquence. L'enjeu, c'est que cet argent aille dans les territoires et dans les investissements, dans les réseaux, au profit de tous les Français. Et c'est cette logique-là qui a été comprise par le gouvernement. Alors les opérateurs se sont fait mal, effectivement, parce que ce sont des investissements très important, ça va être effectivement une industrialisation du développement de la 4G et nos équipes vont être mobilisées dès demain pour mettre en œuvre cet accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un changement de contexte pour les opérateurs qui hier estimaient peut-être que ce type d'investissement n'était pas encore rentable et puis aujourd'hui quand on voit le développement du numérique, c'est différent et on se dit que là il y a des marchés qui sont essentiels pour l'avenir? Je dirais que c'est surtout la demande de nos usagers. Finalement les opérateurs chaque jour sont frappés par l'utilisation qui est faite de leur réseau. Et ce qui était effectivement, il y a quelques années, en fait, un produit de luxe est devenu un outil essentiel pour les Français et les citoyens qui sont nos clients. Donc la demande de nos clients, c'est d'avoir une bonne couverture 4G partout où ils se trouvent. Et c'est à cette demande-là que nous devons et que nous souhaitons répondre grâce à l'accord qui a été trouvé avec le gouvernement. Jacques Drouin, vous le confirmez, ce n'est pas un luxe aujourd'hui. Internet, c'est essentiel dans les villages, tout comme dans les villes et dans tous les transports. Alors je dirais que bravo pour le coup d'accélérateur que l'on donne, parce que depuis des années, nos territoires ruraux étaient vraiment délaissés. Et en même temps, on a beaucoup de professions libérales qui viennent s'installer chez nous. Et c'était vraiment un gros handicap. Donc maintenant, je me méfie des annonces. Vous savez, ça fait déjà quelques années quand même que je suis maire. Vous ne croyez plus au Père Noël, vous non plus? Je fais très attention aux annonces, on verra, parce que les discours sont là, on a l'air d'être très concret dans les montants.
Maintenant, moi, j'attends et on verra si effectivement, si vous m'invitez dans un an, je pourrais peut-être vous dire si effectivement c'était des bonnes paroles ou des paroles en l'air. Justement, vous vous méfiez des annonces. Beaucoup. Vous savez, j'ai été tellement trahi par nos prédécesseurs que maintenant je suis extrêmement prudent sur les annonces. Et Édouard Philippe, lui, il a déjà prévu ce qu'il a appelé, lui, du cousu main. C'est le guichet cohésion numérique des territoires. Il en parlait mi-décembre et on va comprendre que c'est peut-être aussi pour prévoir un dispositif là où tout ne marchera pas tout à fait. On l'écoute. Pour les zones les plus isolées, dans lesquelles résident quand même entre 1,5 million et 2 millions de foyers, nous allons devoir faire du cousu humain. Concrètement, un Français qui ne dispose d'aucune solution filaire pourra s'adresser par l'intermédiaire d'un opérateur à un guichet cohésion numérique. Ce guichet que nous allons créer en 2019 disposera d'un budget de 100 millions d'euros pour aider les ménages qui en auront besoin à se doter de la technologie la plus appropriée à leur lieu de résidence, la 4G, la boucle locale radio ou satellite. Oui, alors Christine Aignan, alors qu'est-ce que c'est ce guichet cohésion numérique des territoires? Est-ce que ce n'est pas une forme de pis-aller, là où on n'aura pas une couverture satisfaisante? Bon, on prévoit déjà le pis-aller. Alors, pis-aller, il faut quand même pas... c'est pas le bon terme. Mais il y a quand même des limitations à toutes les technologies. Et il faut bien avouer quand même qu'il y a certaines parties du territoire qui vont pas être faciles à couvrir. Donc ça veut dire que quand même, on est au moins conscient de cette situation et qu'on veut mettre en face des solutions qui permettront d'y pallier en s'adressant à des technologies qui sont peut-être un petit peu moins courantes, mais qui permettront donc de répondre à ces situations. Pierre-Jean Bengonzi, votre regard sur ce guichet cohésion numérique des territoires, ça va correspondre à 1,5 à 2 millions de foyers, nous dit-on. Qu'est-ce qui va leur arriver? À quoi vont-ils avoir accès? Je pense que l'objectif, c'était de sortir d'une situation qui soit top-down ou c'est un gouvernement qui dise c'est là, là et là qu'il faut implanter, qu'il faut couvrir, soit en laissant simplement la main aux opérateurs, quelle que soit leur performance et leur qualité. Donc l'idée, c'est à travers ces guichets et à travers également la construction des nouveaux sites qui est prévue dans l'accord, c'est de prévoir à la fois de permettre aux collectivités d'avoir leur mot à dire et non pas avec des limitations et de volume. Donc ça sera des sites qui seront choisis en liaison entre sous gestion des collectivités, désignés par le gouvernement, après accord de l'ARCEP et en concertation avec les opérateurs. Donc c'est véritablement des démarches quadripartites qui vont également obéir à un rythme très très précis de déploiement. Sur les nouveaux sites, c'est 600 sites par opérateur et par an qui seront mis en place, donc au maximum, et d'autre part qui seront également implantés, non pas quand il y a simplement aucun, mais même s'il y a un opérateur sur une zone, ça n'empêchera pas de faciliter et d'inciter à la construction de nouveaux sites pour que justement l'accès dans les territoires ne se soit pas j'ai une fois Orange, j'ai une fois Bouygues, j'ai une fois SFR et donc je suis obligé de prendre 3 forfaits ou 4 forfaits avec Free pour avoir une couverture correcte, mais effectivement inciter notamment sur 2000 des sites concernés une mutualisation avec les 4 opérateurs pour que effectivement les consommateurs puissent avoir le libre choix de l'opérateur qu'ils souhaitent, et non pas simplement chez eux, mais comme vous l'avez évoqué, quand ils prennent le train, quand ils prennent leur voiture, et quand ils se déplacent, et éventuellement dans des zones touristiques. Michel Combeau, c'est efficace cette solution? C'est pragmatique? Ce n'est pas du bricolage? Non, ce que je dirais, l'enjeu pour nous est de trouver à chaque territoire la solution qui convient. Parfois, effectivement, chaque opérateur aura déjà son réseau et ira l'améliorer pour apporter une bonne couverture. Parfois, lorsqu'aucun opérateur n'est présent en bonne couverture, les 4 opérateurs viendront et partageront l'ensemble des équipements. Parfois, quand un opérateur est déjà présent, les autres opérateurs pourront accéder aux pylônes et mettre leurs équipements. C'est une question de pragmatisme, mais qui est celle aussi de la démarche de coopération avec les élus pour s'adapter aux spécificités des territoires. Jacques Drouin, vous avez confiance en ce type de solution? Vous savez, on n'a pas le choix. C'est soit on a confiance dans le monde économique. Moi, j'ai vraiment des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Moi, je ferai quand même 2 observations. Une, attention dans la mise en place des antennes relais. Vous savez, pendant des années, les opérateurs ont eu énormément de difficultés à les installer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des associations environnementales qui immédiatement montent au créneau pour voir le bien fondé de la mise en place du choix
des antennes relais. Donc là, il va avoir bien veillé. C'est normal, on peut le comprendre. On peut le comprendre, mais simplement que le retard qu'on a eu, on l'a eu en grande partie par ces problèmes qu'on a pu rencontrer avec les associations environnementales. De la nécessité d'avoir une véritable concertation en amont. Mais ça demandera du temps. Ça demandera du temps. Et vous savez, moi je sais ce que ça représente le temps quand il s'agit d'être dans la discussion. Ce qui me paraît tout à fait logique. En même temps, l'expérience qu'on a menée à Flagy avec cette mini-antenne relais, avec Orange, c'est qu'elle s'efface complètement dans le paysage. Personne ne la voit et elle est en plein centre du village. On a su lier l'esthétisme et l'efficacité et l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, j'aimerais que, justement, dans le cadre de cette expérience, qu'on s'en inspire. Parce que ça, c'est une belle expérience locale où personne n'est monté au créneau. Moi, je vous invite, franchement, à ce qu'on travaille ensemble sur cette approche, parce que sinon, on rencontrera de grosses difficultés. Et puis, je terminerai en disant, mais de toutes les manières, les maires ruraux travaillent toujours dans le bon sens. On a toujours une logique de faire du mieux possible avec des moyens modestes mais efficaces. Voilà un petit peu le message que je veux faire passer en tant que président des maires ruraux. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez entendu beaucoup de promesses. Eh bien, on se demande justement si tout cela ce ne sont pas des promesses. Comment s'assurer que les opérateurs vont réellement respecter leurs engagements, Pierre-Jean Bengozi? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues si les promesses ne sont pas tenues? Il y avait une alternative. La première, c'était de demander aux opérateurs de s'engager. Et la loi et la réforme récente du Code des télécommunications nous permettaient de demander ces engagements qui devenaient des engagements contraignants. Le choix qui a été fait, et c'est le choix que nous on a poussé, c'est plutôt d'intégrer ces engagements dans les attributions de fréquences. Donc les attributions de fréquences qui seront faites dès cette année permettront de graver dans le marbre les obligations qui seront attachées à ces fréquences. Et une fois ces obligations gravées dans le marbre, ça veut dire l'ARCEP fait son travail d'aller vérifier. Vous avez les moyens nécessaires pour vérifier? On a les moyens sont d'ailleurs, c'est les opérateurs eux-mêmes qui contribuent au financement des appareils de mesure et donc qui financent c'est l'ARCEP qui décide, qui choisit, etc. Mais donc on a les moyens parce qu'effectivement c'est les opérateurs qui contribuent là-dessus et on va à la fois vérifier ces obligations et l'accord prévoit également d'enrichir la transparence, notamment sur les antennes qui sont en panne ou qui sont en maintenance, etc. Donc tout à chacun pourra savoir si ça ne capte pas, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Alors le débat se termine. Alors très rapidement, je voudrais juste un tour de table sur cette dernière question. 2020 pour du haut et du très haut débit, vous y croyez, vous n'y croyez pas? Oui, j'y crois. Vous y croyez, Madame Aignan? Moi, j'y crois et il faudra aller dans le sens de ce que disait monsieur, c'est-à-dire aider à ce que les travaux aillent vite. Donc ce sera aussi le travail du législateur de faire entrer dans la loi logement quelques assouplissements pour effectivement éviter de passer 2 ans à mettre en place un site et passer à 6 mois. Michel Combeau. Voilà. Oui, nous y croyons. Je dirais que c'est le début de mandat qui va nous permettre, sur les 5 prochaines années, de travailler ensemble à la réduction de cette fracture numérique. Et Jacques Drouin? Je crois à condition que tout le monde parle le même langage. À partir de là, si tout le monde est conscient que c'est nécessaire d'aller vite et qu'il faut faire bien le travail, avec une écoute permanente de nos citoyens et de nos élus, on gagnera la partie. Eh bien, décidément, beaucoup d'optimisme sur ce sujet. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Toute autre chose à présent, eh bien, l'EPS face à la multiplication des candidatures. Ce matin, c'est l'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, qui se lançait dans la course. Et tout de suite, pour en parler, eh bien, on va retrouver Savaria Rojek avec le député socialiste de Paris, David Assouline. Bonjour David Assouline, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Depuis ce matin, Delphine Batho, 5e candidate déclarée pour la tête du Parti socialiste. Qui, à votre sens, incarne le mieux le renouvellement, le changement dont le PS a besoin aujourd'hui? Je vais tout d'abord dire à mes amis socialistes, arrêtez de foncer comme des somnambules dans le ravin, comme si on n'arrivait pas à se ressaisir. Il faut vraiment se ressaisir. Après la claque que nous avons prise en mai-juin 2017, il faut, avec ce congrès, que les Français puissent se dire, ils reviennent enfin comme force d'alternance, comme gauche de gouvernement, clairement dans l'opposition à la politique inégalitaire du gouvernement actuel, mais aussi avec des propositions nouvelles. Donc il faut et il fallait
mais on peut encore faire les choses à temps, être sur le fond. Et sur le fond, c'est tous ceux qui veulent faire renaître cette force politique doivent se mettre autour de la table, trouver la personne qui incarnera le mieux ce combat, mais surtout travailler ensemble à cette reconstruction. Qu'est-ce que vous voulez dire, Assouline, que la multiplication des candidatures participe à dégrader l'image du parti? Mais bien entendu, parce qu'on ne sait pas ce qui les oppose sur le fond. Or, le problème, c'est cela, la démocratie, c'est d'abord tirer le bilan de ce qui nous est arrivé, travailler ensemble sur une ligne politique, sur des propositions nouvelles, sur les défis de demain, et montrer que nous revenons humbles pour faire renaître cette formation qui est absolument nécessaire au pays. D'autant que l'espace politique existe, parce que maintenant tout le monde sait que ce gouvernement, enfin tous ceux qui sont à gauche et qui ont chevillé au corps un certain nombre de combats, que la politique de ce gouvernement est absolument inégalitaire. Et puis d'un autre côté, on ne veut pas se résigner à ce que la gauche soit uniquement protestataire, même si la protestation est toujours nécessaire pour dénoncer l'inadmissible. Par exemple, ce qui se prépare sur l'immigration est absolument inadmissible et donc il faut organiser une riposte. Mais au-delà de ça, il faut aussi travailler sur le fond du monde tel qu'il est aujourd'hui, des défis, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur la révolution numérique, sur le travail. Il y a des choses à dire. On a travaillé, mais tout le monde voit bien que si le Congrès part comme ça, on va parler des combats de personnes, on va faire des portraits de personnalités, ils vont devoir surjouer des différences fictives, alors que ceux qui sont restés au PS sont peu nombreux, on va dire. Donc au moins que ceux-là, qui sont des pionniers finalement, ils vont reconstruire une maison, travaillent ensemble d'abord et donc trouvent une candidature qui permet d'incarner ce combat de ceux qui sont restés, qui y croient encore. Oui, mais à votre sens, qui incarne le mieux parmi ces 5 candidatures? Non, mais est-ce que vous allez soutenir officiellement quelqu'un à ce stade, vous savez bien qu'on ne sait pas qui est finalement candidat. Il y a ceux qui se sont déclarés mais qui ne seront peut-être plus au moment où il faudra choisir, au moment, en tous les cas, dans 2 semaines. Et il y a ceux qui peut-être ne se sont pas encore déclarés. Mais moi, je pense qu'il est encore temps de leur dire à tous et de ne pas rejouer les combats anciens, une espèce de droite du parti contre la gauche du parti, etc. Non, ceux qui croient encore à ce parti, à ce combat et à son histoire et à son devenir doivent absolument unir leurs forces, apporter leurs idées et trouver la personne la meilleure. Si c'est pas un combat d'ego, si c'est encore un combat de personnes, ce sera la catastrophe parce qu'au Congrès, au lieu de venir en disant nous revoilà, on dira nous revoilà comme avant et je pense qu'à ce moment-là, les Français peuvent détourner définitivement le regard qui était celui qu'ils espéraient peut-être pour certains encore vers nous. Très rapidement, on n'a plus de temps, mais Delphine Batho ce matin a eu des mots très durs. Elle dit « Je conteste les modalités d'organisation de ce congrès de confiscation dans ce qui n'est plus un parti mais une petite mafia politique ». Est-ce que vous comprenez ce ressenti? Qu'est-ce que vous répondez à Delphine Batho? Je peux comprendre beaucoup de choses. Je n'accepte pas et je n'accepterai de personne. Ce n'est pas spécifique pour elle. Le fait de réduire à des phrases chocs qui peuvent faire des titres d'articles, parce qu'en général, on n'est pas candidat à la tête de ce qu'elle décrit. Donc, si c'est ça, pourquoi vouloir en prendre la tête? Donc, je crois, mais je ne veux pas porter plus la critique sur elle. C'était bien aussi qu'il y ait des candidatures femmes, parce qu'alors là, la catastrophe aurait été que ce soit un combat en plus de mecs contre des mecs. Et ça, il faut pas. On peut se ressaisir. C'est un appel à mes amis socialistes. Absolument. Merci David Assouline d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. De rien. Saveria Rojek avec le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Et on passe à notre séquence du lundi, sénateur à domicile. Et on s'intéresse aujourd'hui à la gratuité dans les transports à Dunkerque. Jérôme Rabier a suivi Frédéric Marchand, sénateur La République En Marche du Nord, dans cette ville où le bus n'est plus payant le week-end depuis 2 ans. Une gratuité qui va être étendue à la semaine. Le reportage tout de suite et on en reparle avec Frédéric Marchand dans un instant. Depuis 2 ans, la mesure s'affiche en grand sur les bus de l'agglomération dunkerquoise. Le week-end, pas besoin de prendre un ticket ou de valider. Une initiative suivie de près par le sénateur Frédéric Marchand. Il y a ce week-end, bus gratuit les samedis, dimanches et jours fériés.
Promesse de campagne municipale en 2014, la gratuité des transports toute l'année verra le jour en septembre prochain. Mais dès aujourd'hui, la mesure a un impact en termes de fréquentation. Rien qu'avec l'effet gratuité, tu as plus 30% le samedi et 80% le dimanche. Et donc demain, avec le nouveau réseau et donc tout le reste, évidemment, on s'attend encore à un coup de booster. Une fréquentation en hausse qui ne se dément pas. Ce samedi, jour de marché, il y a foule dans les transports collectifs. Et côté finances publiques, le coût de la mesure est un choix que le maire assume politiquement. Avant la gratuité, le bus était déjà financé à 90% par la fiscalité locale. Et en fait, la billettique, ce que payaient les usagers par abonnement ou par billet, ne représentait que 10% du coût, c'est-à-dire 4,5 millions. Donc ce qui n'était pas énorme. Mon prédécesseur voulait faire ici une aréna de 10 000 places, une salle de sport qui allait coûter à peu près 7 à 8 millions d'euros par an à la communauté urbaine. La gratuité du transport collectif, c'est 4,5 millions par an. Donc en fait, c'est un choix collectif. On n'a pas besoin d'une salle de sport de 10 000 places. Par contre, la gratuité du transport collectif, c'est au quotidien, ça profite aux familles, ça profite à tous et c'est beaucoup plus utile qu'une salle de sport. Comme Châteauroux ou Aubagne, précurseurs en la matière, ou Niort plus récemment, de plus en plus de collectivités passent au gratuit. En septembre, Dunkerque Grand Littoral et ses 200 000 habitants deviendra la plus grande agglomération de France à sauter le pas. C'est une belle expérimentation qui peut alimenter effectivement le travail d'un sénateur dans le cadre d'une commission dans laquelle je siège et qui peut permettre, pourquoi pas, d'imaginer demain qu'on puisse dupliquer ici et là, même si aujourd'hui, pour en discuter avec le maire de Dunkerque, on voit bien qu'il y a beaucoup de villes en France, mais aussi ailleurs en Europe, qui sont très intéressées par ce qui se passe ici sur Dunkerque. Les Dunkerquois, nombreux aux arrêts de bus, semblent conquis par cette mesure et attendent le mois de septembre avec impatience. Depuis qu'il y a le bus gratuit, on vient le samedi en bus gratuit. Ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, vous allez pouvoir venir tous les jours au centre de Dunkerque, vous balader sur la communauté urbaine Exactement. gratuitement. En plus, on est retraité maintenant, donc voilà, c'est parfait. Nous, on le prend à 200 mètres de chez nous. On reste à Coudekerque au Stade Anne et on vient ici, plage Envoy, on fait nos courses, on va au marché, on va partout. Car c'est l'autre enjeu de la gratuité pour la mairie, revitaliser le centre-ville et ses commerces. Face à la concurrence des grandes surfaces en périphérie, les commerçants voient d'un bon œil un centre-ville accessible plus facilement. On a surtout tous compris qu'à partir du mois de septembre, c'était gratuit toute la semaine. Voilà, donc ça aussi, l'intégration, le fait que ce soit une gratuité quotidienne, ça permettra de nouveau la fluidité de la périphérie, une densité plus régulière hebdomadaire. Donc ça permettra au commerce de centre-ville de récupérer. Puis avec ce qu'on disait aussi, du pouvoir d'achat qui est regagné pour les gens et qui viendront plus facilement. Exactement. En attendant la gratuité, les travaux d'aménagement en ville battent leur plein. Voies réservées aux bus, réseau de desserte densifié et repensé. La ville s'active sur tous les chantiers, car c'est un doublement de fréquentation de ce mode de transport qui est attendu pour la fin du mandat municipal en 2020. Frédéric Marchand, bonjour. Bonjour. Sénateur La République En Marche du Nord, vous êtes également vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Alors, on a vu le reportage de Jérôme Rabier sur la gratuité des transports, du bus à Dunkerque. Alors, la gratuité totale, c'est pour septembre 2018. J'imagine que l'expérience est concluante. Quels sont les premiers effets déjà ? Les premiers effets sont, on l'a vu samedi en se rendant sur place, que la population dunkerquoise, mais aussi au-delà, puisqu'on s'adresse à tous les habitants de la communauté urbaine de Dunkerque, donc est conquise par le phénomène, et que le samedi et le dimanche, on a une hausse de la fréquentation qui est plus que significative, avec des déplacements qui sont à la fois des déplacements pour aller par exemple sur le marché, mais qui sont aussi des déplacements de loisirs, des déplacements familiaux, et donc avec la généralisation de l'expérience, on va aussi avoir des déplacements dans le cadre du travail. Oui, c'est donc une belle expérience, et puis c'est un choix politique assumé. Il a un coût aussi, on entend parler dans le reportage d'un coût de 4 millions d'euros par an, mais le maire minimise finalement ce coût. Il dit que ce n'est pas si énorme que cela. 4 millions, ça paraît pourtant pas si peu. Ça n'est pas si énorme que ça, puisque sur Dunkerque, les choses avaient été anticipées, avec notamment une augmentation de la part de la taxe transport, qui permet aujourd'hui de financer à la fois cette expérimentation et qui permet surtout de prévoir la suite, puisque derrière cette augmentation du cadencement qui va être générée par cette gratuité hebdomadaire, vous avez des problèmes d'organisation du service de transport, avec des mises à niveau de lignes. Comment fait-on pour fluidifier la circulation du bus, notamment en centre-ville? Donc finalement, tout un tas de problématiques qui ont été anticipées et qui vont permettre au dispositif, je crois, de démarrer dans les meilleures conditions dès lors que la gratuité sera totale.
C'est un dispositif qui a fait consensus au niveau de Dunkerque. On l'a entendu au départ. Eh bien, il y avait notamment ce projet d'Arena, un projet de Michel Delbar, pour ne pas le citer, qui devait coûter 7 millions d'euros par an. Et le maire, ensuite, son successeur, a estimé eh bien, qu'il valait mieux faire la gratuité dans les transports. Comment est-ce que ça a été accueilli ? Il suffit pour s'en convaincre de discuter avec les Dunkerquois que nous avons pu rencontrer. Je pense que les mobilités du quotidien, c'est extrêmement important. Dans une société où on mesure que les déplacements sont essentiels pour les uns et les autres, le maire de Dunkerque, président par ailleurs de la communauté urbaine de Dunkerque, a fait le choix des mobilités et le choix de la mobilité gratuite à terme. Et je pense que c'est vraiment un choix très pertinent. D'ailleurs, on observe que c'est une tendance au niveau de la France. L'agglomération de Dunkerque est la plus grande à pratiquer cette gratuité. Mais il y a aussi Niort, Châteauroux, Aubagne, par exemple. C'est une initiative qui essaime. Une initiative, une expérimentation qui est regardée très très près, à la fois par des villes en France, mais aussi en Europe, puisque vous avez le cas de l'Estonie à Tallinn, où aujourd'hui la gratuité des transports est acquise dans la ville de Tallinn. Mais l'Estonie s'interroge aussi pour étendre le dispositif de la gratuité sur tout le pays. Donc on voit bien que demain, cette question sera sans doute au cœur des interrogations, notamment des responsables publics. Est-ce que cela a aussi des effets, bien sûr, sur l'environnement ? J'imagine que c'est l'un des sujets recherchés, des améliorations déjà en termes de pollution de l'air, par exemple, avec l'abandon de certaines voitures particulières ? L'idée est de permettre justement une fluidification de la circulation et de faire en sorte que le réflexe naturel soit d'utiliser les transports en commun et qu'on ne prenne plus sa voiture. Et mais justement, en revanche, juste à côté de Dunkerque, il y a Calais. Et à Calais, eh bien, le choix, ça n'a pas du tout été celui-là. À Calais, eh bien, la ville a décidé de baisser les amendes de stationnement. L'objectif, c'est tout de même le même, c'est de redynamiser le centre-ville. Mais là, à Calais, on a estimé eh bien, qu'il fallait pouvoir y accéder avec sa voiture. Avec une difficulté qui est particulière à Calais, c'est qu'aujourd'hui, toute l'activité commerciale s'est décentrée énormément avec des grands malls qui existent ça et là à l'extérieur de Calais. Et donc aujourd'hui, la problématique est comment fait-on pour faire revenir le chaland sur le territoire de la ville de Calais. Une problématique qui est un peu différente de Dunkerque, puisque sur Dunkerque, vous avez un centre-ville qui a bien évidemment souffert, comme souffrent beaucoup de centres-villes, mais une volonté qui est faite pour faire en sorte que, finalement, avec l'utilisation des transports en commun, un réaménagement de centre-ville qui est aussi extrêmement important, on puisse avoir là tous les ingrédients qui feront que les chalands reviendront, ils viennent d'ailleurs, mais les chalands reviendront en nombre plus nombreux sur le centre-ville. Le Sénat, d'ailleurs, travaille sur la question de la revitalisation de ces centres-bourgs, de ces centres-villes. Alors, les transports, je suppose que c'est un sujet important pour les redynamiser. Quels sont les autres points importants à améliorer pour cette redynamisation ? Il y a différents ingrédients pour redynamiser un centre-ville. Alors, c'est clair qu'énoncer ici, ça et là, des vérités, c'est certes intéressant, mais ça ne va pas résoudre le problème. Mais il y a l'attractivité, qui est un phénomène important. Il y a aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur un tissu de commerçants qui font du dynamisme collectif et non pas forcément du dynamisme individuel, l'alpha et l'oméga de la réussite. Et puis il y a bien évidemment le problème de la circulation et du stationnement. Parce que si vous ne pouvez pas accéder au centre du bourg pour faire vos achats, vous allez tout naturellement aller dans un endroit où vous allez avoir un grand parking pour faire vos achats. Donc le réaménagement du centre-ville, pensé pour avoir des modes de transport collectifs, un cadencement aussi qui doit être pensé intelligemment. Prenez l'exemple de Dunkerque, à partir du mois de septembre, vous allez avoir un cadencement qui sera très facile à retenir de façon mémotechnique. Toutes les 10 minutes, vous aurez un bus. La ligne 1, le premier bus sera, mettons, à 16h01, 16h11, 16h21. La ligne 2, pareil. La ligne 3, donc des phénomènes très très simples qui vont permettre à la clientèle de s'y retrouver et d'avoir vraiment comme réflexe unique le transport en commun. Est-ce que, pour améliorer la redynamisation des centres-villes, est-ce que vous observez aujourd'hui qu'on est dans une bonne tendance, ou est-ce que vous observez plutôt que les centres-bourgs, les centres-villes continuent à subir cette forme de désertification des commerces, etc. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à regarder nos centres-bourgs et nos centres-villes mourir. Je pense qu'au contraire, les responsables publics et le groupe de travail qui a été mis en place à l'initiative du Sénat devra sans doute faire des propositions, mais les responsables du public et les commerçants ont envie de faire en sorte que les choses bougent pour qu'on puisse revivifier finalement des centres-villes qui demain peuvent devenir davantage plus attractifs encore pour une population qui est aujourd'hui en recherche de logement et qui finalement peut apprécier une qualité de vie qui est un peu différente que dans les énormes villes. Il y a une véritable volonté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Frédéric Marchand, sur la gratuité totale pour septembre 2018 des transports à Dunkerque. Il faudra en tout cas changer de slogan, parce que Yes Weekend, ça ne marchera plus à partir de septembre. Non, ça sera Yes Weekend tous les jours. Merci beaucoup, Frédéric Marchand.
On passe à présent à la question de la réforme de l'apprentissage, vers une sortie de crise sur cet épineux dossier. Les présidents de régions, parmi lesquels Hervé Morin et Valérie Pécresse, sont sortis rassurés ce matin de leur rendez-vous à Matignon. Les régions avaient quitté la table des discussions pour protester contre le projet de l'exécutif qui doit donner plus de place aux branches professionnelles. Retour sur ce dossier avec Quentin Calmet. Dialogue renoué entre les régions et le gouvernement sur le dossier sensible de l'apprentissage. Depuis plusieurs semaines, le projet se faisait plus précis et irritait au plus haut point les présidents de région. Avec plus de place pour les branches professionnelles, ces collectivités craignaient d'être reléguées au second plan. Ce matin, Hervé Morin l'assure, les réclamations des régions ont été entendues. L'idée d'un nouveau mode de financement de l'apprentissage, nous l'acceptons et nous considérons qu'il y a là une piste sérieuse. Ce que nous souhaitons par ailleurs, c'est qu'il y ait bien sûr à la fois la prise en compte de l'aménagement du territoire, des spécificités d'un certain nombre de milieux et faire en sorte qu'in fine, tout en accordant beaucoup plus de liberté, tout en intégrant beaucoup plus le monde de l'économie, il reste une régulation publique. L'intermédiaire des régions, c'est justement ce que souhaitait voir disparaître le patronat depuis le lancement de cette réforme. Une revendication portée par exemple par Pierre Gattaz en octobre dernier. C'est nous qui connaissons ces métiers, les métiers de demain, les parcours, et donc nous souhaitons avoir la main, je dirais totalement, ou en co-responsabilité, mais sur les filières d'apprentissage, sur les CFA, que le financement soit direct, que ça ne passe plus par les régions, et que ça soit simple. Hors de question, avait répondu Hervé Morin sur le plateau de Public Sénat. Il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une privatisation de cette filière selon l'élu normand. Aujourd'hui, les régions semblent avoir sauvé cette prérogative de l'apprentissage avec un droit de veto à l'ouverture d'un nouveau centre de formation. De même, sur l'orientation des élèves, ces collectivités territoriales pourraient voir leurs compétences élargies. Et on va passer au deuxième débat de Sénat 360 avec cette double actualité dans le monde de la justice. Cet après-midi, la garde des Sceaux Nicole Belloubet se voit remettre les propositions des chantiers de la justice avec à la clé des pistes de réformes à venir. Mais ce matin, à la Cour de cassation, Emmanuel Macron s'est lui notamment exprimé sur l'indépendance de la justice et sur un serpent de mer, celui de l'indépendance du parquet. Alors on va parler de tout cela avec nos invités. Dominique Attias, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, ancienne vice-bâtonnière de Paris. Également à mes côtés, Pierre-Benoît Pabot du Châtelard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et secrétaire général du comité Les Juristes En Marche. Et enfin, également sur ce plateau, Juliane Pinsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Alors, je parlais de cette double actualité et on va commencer par écouter une partie du discours du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est donc revenu sur plusieurs serpents de mer lors de son discours ce matin, et notamment, je le disais, la question de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique, et notamment, le président de la République a parlé de la question de l'indépendance du parquet. On l'écoute. Dans notre démocratie, à la fin, tout doit procéder quelque part d'une légitimité du peuple. Je crois donc profondément que le parquet à la française se doit d'être rattaché par ses fonctions mêmes au garde des Sceaux, mais que notre travail est d'assurer plus fermement, plus clairement son indépendance. Pour ce qui est de la nomination, je souhaite en effet que nous puissions apporter des garanties supplémentaires. Les magistrats du parquet seront donc nommés a pris avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et bénéficieront en matière disciplinaire de la même procédure que leurs collègues juges. Oui, alors, Pierre-Benoît Pabot du Châtelard, je voudrais votre réaction à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que c'est conforme à ce que demandait le candidat Emmanuel Macron, que le parquet reste nommé et rattaché au garde des Sceaux, et comment est-ce qu'il peut y avoir plus d'indépendance dans le mode de nomination ? Alors, c'est en effet conforme à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron au cours de sa campagne. C'est également conforme à ce qu'a pu annoncer depuis le début du quinquennat les différents gardes des Sceaux et notamment Nicole Belloubet. L'idée d'avoir un lien fort entre la chancellerie et le parquet afin de préserver une subordination hiérarchique entre la chancellerie et le parquet, qui a d'ailleurs été consacrée par une décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre
2017, le Conseil constitutionnel a dit que pu... ce n'était pas contraire à la Constitution que ce lien entre les magistrats du parquet et la ministre de la Justice. Tout à fait, et que cette subordination hiérarchique n'était pas contraire au principe de séparation des pouvoirs. Donc l'idée, c'est de garder un lien fort entre la chancellerie et le parquet afin d'avoir une politique pénale qui est unifiée sur l'ensemble du territoire, mais en même temps, comme l'a rappelé le président de la République... Le fameux en même temps. Le fameux en même temps, la possibilité d'avoir une procédure de nomination qui est alignée sur celle des juges du siège, avec une nomination du président de la République après proposition du garde des Sceaux, non pas sur avis simple du Conseil supérieur de la magistrature, mais après un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Juliane Pinsard, déjà, je vais vous demander votre avis, mais déjà, quelle est la différence entre les magistrats du parquet, les magistrats du siège, la différence entre les procureurs et les juges aujourd'hui sur le mode de nomination, et quel problème ça peut poser pour vous ? Alors, à l'heure actuelle, les magistrats du siège sont nommés après, donc sur proposition du ministre de la Justice, après un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. À l'exception des chefs de juridiction, chefs de cour, voilà, la haute hiérarchie, on va dire, qui sont eux nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, à l'initiative donc du Conseil supérieur de la magistrature. Quant aux magistrats du parquet, ils sont pour le moment nommés par le ministre de la Justice toujours, après un simple avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est donc pas... Qui n'est pas contraignant, en fait, le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre peut aller contre cet avis. C'est le cas ? Cela arrive ? Alors, depuis 2009, ça ne s'est pas produit. Donc, c'est une pratique pour le moment des ministres de la Justice depuis 2009. Ça s'était produit auparavant, en revanche, notamment sous Rachida Dati, où il y a eu des nominations contre les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce qui est de l'avis du syndicat de la magistrature sur cette proposition, cette annonce, c'est une annonce qui n'en est pas vraiment une en réalité. Oui. Conforme à une promesse de campagne et en même temps d'Emmanuel Macron. Exactement. C'est quelque chose qui... c'était déjà le minimum syndical qui avait été prévu en 2013 et en 2016. C'est totalement insuffisant et ça ne garantit absolument pas, à notre sens, l'indépendance des magistrats du parquet et des magistrats du siège, du coup. Enfin, de manière générale, ce lien entre le ministère de la Justice, donc le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire n'est pas rompu. Et voilà, j'ai entendu de la part de mon contradicteur la nécessité d'une subordination hiérarchique. C'est précisément ce qui pose problème au syndicat de la magistrature. Alors Dominique Attias, on voudrait entendre votre avis, qu'en disent les avocats. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un réel problème au niveau des magistrats du parquet, un problème de dépendance au pouvoir politique, puisque c'est ça aussi la question qui est posée? Écoutez, ce matin, nous pouvions rêver à un scoop, même si il était peu probable, mais on ne sait jamais, puisque nous sommes dans des grandes phases de modernisation générale. Et donc, ce qui était quand même un scoop, c'était la manière dont le Premier président Louvel et Monsieur Marin ont insisté sur cette indépendance, sur aussi une modernisation vis-à-vis de l'Europe et de toutes les cours suprêmes et autres européennes, et une manière aussi de donner plus de clarté, de lisibilité. Donc, nous avons été très déçus. Mais bon. Là-dessus, le nouveau monde est conforme à l'ancien monde, puisque on reprend les termes de la dernière révision constitutionnelle. Il est important de rien changer en donnant l'impression de changer, mais ça, j'allais dire, Monsieur le Président Macron, qui est jeune et moderne, est très fort là-dedans. Donc, nous n'avons pas été de surprise, hélas, car nous aurions bien aimé, malgré tout, que ce parquet, qui est devenu très important, au niveau civil et au niveau pénal, parce qu'on oublie un peu le côté civil, mais civil et pénal, eh bien, soit encore dans une subordination totale vis-à-vis du ministère de la Justice. Alors, on entend vos contradictrices, tout cela, c'est pas très jeune, c'est pas très novateur. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'il faut rappeler un principe assez simple, c'est celui que les membres du parquet ne sont pas des juges du siège en tant que tels. Ils sont là pour engager des poursuites et pour faire des accusations.
Et donc en ce sens, il est nécessaire que le parquet, qu'il soit dans le sud de la France, dans le nord, à l'est ou à l'ouest, applique la même procédure pénale unifiée sur tout le territoire. D'où l'intérêt d'avoir ce lien de subordination. C'est ce à quoi nous sommes favorables en effet. Pardon, mon cher confrère, pardon. Mais je crois qu'il y a d'abord il y a une opportunité des poursuites. C'est pas tout à fait la même chose que j'allais dire cette accusation dont vous faites état. Deuxièmement, il y a une politique pénale générale qui est bien évidemment qui doit être fixée par le ministère de la Justice, mais l'opportunité des poursuites, c'est ça. Le rôle du parquet qui représente donc la société civile, en définitive. Là, son indépendance est capitale. Et alors, si je peux me permettre, s'agissant de la politique pénale, parce que c'est en réalité ce qui a été un peu ce qui est sous-jacent dans le discours d'Emmanuel Macron ce matin, pour définir une politique pénale, nul n'est besoin d'avoir des remontées d'informations dans des dossiers individuels. En sachant toutes les problématiques que ça pose par ailleurs. Rappelons-nous l'affaire Jean-Jacques Urvoas-Solaire. Nul n'est besoin d'avoir ces remontées. Il y a des remontées générales par tous les parquets de France par le biais des rapports de politique pénale générale. Et ça permet effectivement, et c'est effectivement important, qu'on identifie des priorités qui peuvent être les violences conjugales, les infractions routières, que sais-je encore, au niveau national, qui sont ensuite déclinés au niveau local. Mais pour définir ces priorités-là, nul n'est besoin d'avoir des remontées. Et donc ce lien hiérarchique qui, par ailleurs, il y a une tendance ensuite de la part des parquets à avoir une certaine manière de servir, comme on dit. Oui, le problème, c'est aussi lorsqu'il s'agit, vous avez commencé à le dire, d'affaires politiques. Vous avez parlé de l'affaire Jean-Jacques Urvoas, Thierry Solaire. On peut penser récemment à l'affaire Fillon, plus récemment encore à l'affaire Ferrand, même si voilà, ça n'a pas abouti. Est-ce que cela crée aussi cette forme de climat de suspicion ? Et au-delà d'un climat de suspicion, ça crée... quand c'est le ministre de la Justice qui nomme, et malgré cette petite avancée de l'avis conforme, ça continuera à être le ministre de la Justice qui nommera, et que par ailleurs, il a des attentes de la part des procureurs, ça influe nécessairement sur la manière dont les enquêtes vont être conduites par les parquets et dans la manière de servir, parce que les procureurs ensuite attendent une récompense du pouvoir exécutif. Alors il y a un autre sujet, toujours sur la question de l'indépendance de la justice par rapport aux politiques qui a été évoqué dans le discours d'Emmanuel Macron. Pour le coup, il a été très clair en disant qu'il souhaite la suppression de la Cour de justice de la République, cette cour spéciale avec des parlementaires lorsqu'il s'agit de juger des parlementaires. Bon, mais ça c'est consensuel, ça ne poserait problème à personne que de supprimer cette Cour de justice de la République. En revanche, on ne sait pas ce qui la remplacerait, Dominique Attias. Voilà, vous avez exactement posé le problème. C'est qu'on était très intéressés, on est plutôt pour la suppression de cette Cour de justice, mais nous indiquer que, oui, le métier de ministre, un métier très compliqué, qu'il faut qu'il soit très performant, très indépendant, tout ce qu'on veut, nous attendions avec impatience de savoir quel était l'organe qui allait remplacer quand même, car j'allais dire, nos ministres sont des citoyens comme nous tous, et si des problèmes se posent, il faut qu'ils puissent être jugés aussi, comme nous tous, même s'ils sont ministres. Donc nous sommes très impatients de connaître quel est donc cet organe qui va désormais remplacer la Cour de justice. Le président de la République n'a pas eu le temps de le dire. Oui, c'est très flou, il n'y a pas eu le temps. Alors Pierre-Benoît Pabot de Châtelard, on entend l'impatience ici de savoir ce qui va remplacer la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a en effet un consensus sur la suppression de la Cour de justice de la République. C'est vrai que c'est une juridiction qui a été créée depuis 25 ans, qui a rendu 7 jugements pour une seule condamnation ferme. Donc là aussi, il y a une question d'image vis-à-vis du justifiable. Pourquoi un ministre qui a commis des délits et des crimes dans le cadre de ses fonctions ne serait pas jugé devant des juridictions ordinaires. Donc pourquoi pas, pour répondre à votre question, une compétence d'une juridiction ordinaire pour juger de ses délits et de ses crimes, et pourquoi pas également un régime spécifique qui pourrait être consacré pour de tels délits et des crimes. Mais ceci dit, supprimer cette juridiction d'exception va dans le bon sens pour tout le monde. Oui. Juliane Pinsard, ça va dans le bon sens, effectivement, mais on ne sait pas ce qui arrivera après. Là-dessus, le syndicat de la magistrature revendique la suppression de cette cour depuis toujours, depuis qu'elle existe. C'est une juridiction d'exception. Il faut que les ministres répondent de leurs actes comme les citoyens ordinaires, à l'exception près que, évidemment, ce ne sont pas tout à fait des citoyens ordinaires et donc on doit quand même
éviter des poursuites des plaintes abusives, etc. Donc peut-être, je ne sais pas, une procédure de filtre. Ce qui était assez étonnant dans le discours d'Emmanuel Macron, c'était effectivement qu'il accole ça avec la nécessité pour les ministres de pouvoir être audacieux et de ne pas craindre le risque pénal. Alors attention, voilà, nous, notre crainte, c'est que cette Cour de justice soit supprimée et qu'elle ne soit remplacée par rien du tout. Ce qui serait, pour le coup, bien pire que ce qui existe à l'heure actuelle, en termes de symboles, en tout cas. Alors, je le disais, il y a donc une double actualité autour de la justice, puisque ce matin, il y a donc eu ce discours d'Emmanuel Macron à la Cour de cassation. Mais cet après-midi, il y a Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui se voit restituer les conclusions de ces grands chantiers pour réformer la justice. Un petit résumé de Sandra Cerquera sur les réformes potentielles à venir, et on en reparle juste après. Cette nouvelle réforme de la justice se veut celle de la simplification. Au pénal, il est question d'amendes automatiques pour certains délits, comme la consommation de cannabis, une mesure visant à désengorger les tribunaux. Autre piste, cette fois pour désengorger les prisons, développer les peines alternatives à la détention en développant l'usage du bracelet électronique. Un principe qui peut être dangereux, estime l'USM. On ne voit pas du tout sur quels critères le bracelet va être installé. Ça veut dire qu'on installe un bracelet à tout le monde sans même savoir si les conditions matérielles sont réellement réunies, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un bracelet à la cheville, il faut un boîtier émetteur au domicile. Là, il y a énormément de conditions matérielles à remplir. L'idée, ça a l'air d'être de mettre fin tout simplement à toutes les peines de prison de moins de 6 mois. Autre chantier et grande demande de la police, la simplification de la procédure pénale. Le but est de passer plus de temps à enquêter et moins à remplir des papiers. Une réforme de la carte judiciaire est aussi envisagée et elle inquiète les tribunaux du pays. Même si le chef de l'État a affirmé qu'aucun d'entre eux ne sera fermé, certaines juridictions seraient spécialisées pour gagner en efficacité. Toutes ces propositions seront soumises à concertation avant de se concrétiser en un projet de loi présenté au printemps. Dominique Attias, le dossier le plus chaud peut-être de toutes ces réformes, c'est d'abord l'organisation territoriale, la carte judiciaire. Il y a eu plusieurs jours de grève en décembre face à la crainte de futurs déserts juridiques ou de voir même des barreaux qui pourraient s'effondrer financièrement. Ce sont ça, les craintes face à cette refonte? Oui, donc les barreaux continuent à être mobilisés et il y a toujours des grèves dans les barreaux de province. Des barreaux qui ont refusé de participer à la concertation. Absolument. Il y a une inquiétude générale des confrères parce que, si vous voulez, ils craignent une désertification des territoires, ce qui serait absolument catastrophique, car le numérique, c'est bien, mais les populations ont besoin d'être près de leur justice. Donc ce matin, la mobilisation des avocats continue. Vous n'avez pas été rassuré, il y a eu ces propos de Nicole Belloubet en décembre qui a dit qu'elle ne souhaitait pas de fermeture de juridiction. Alors, le président l'a redit. Oui. Le président l'a redit, et j'ai même noté ce qu'il avait indiqué, mais qui me rassure, enfin qui me rassure en tout cas moyennement, mais je sais que la conférence des bâtonniers et les bâtonniers de province sont très 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 mobilisés. C'est la redistribution des services et des contentieux en spécialisant certaines juridictions sans fermer les tribunaux. Alors, je ne veux pas dire que c'est de la pirouette cacahuète, c'est pas ça. Mais j'allais dire, il y a quand même. Alors, si certaines juridictions sont totalement spécialisées, est-ce que ça ne va pas aussi, du coup, vider de leur substance certains tribunaux? Et en tout cas, c'est problématique de proximité du justiciable avec la justice. Moi qui suis très spécialisée dans le domaine des mineurs, si les parents et les enfants doivent aller à 100 km pour pouvoir rencontrer un juge des enfants, c'est une manière pour le justiciable de ne plus avoir accès à la justice, et on ne peut pas dire que Internet permettra cette proximité. Mais le président nous a dit espoir, justice près du citoyen, donc nous allons rester optimistes. Juliane Pinsard, peut-être vous n'êtes-vous pas aussi optimiste? Nous, on n'est pas du tout optimistes. Vous craignez que la concertation qui a eu lieu n'en était pas vraiment une? Il faut dire qu'il y a eu des tentatives de réforme de la carte judiciaire un peu à la hussarde dans ces dernières années. On se rappelle de Rachida Dati. Différemment, certaines réformes de Christiane Taubira n'avaient pas toujours fait l'objet d'une réelle concertation. Vous êtes un petit peu échaudé. Sur la concertation de façade, le discours d'Emmanuel Macron est un bon exemple.
On a eu ce matin des annonces qui avaient déjà été faites lors de sa campagne présidentielle. Donc en réalité, tout était évidemment déjà écrit et c'est ce que nous avons, ce que à peu près 50 juridictions de France ont dénoncé par le biais de motions en disant que c'était bien gentil de nous consulter dans un délai aussi contraint pour réformer toute la justice, mais si c'était juste pour avoir un alibi, c'était pas la peine. Que certaines questions étaient directement inspirées de demandes, par exemple, récurrentes du ministère de l'Intérieur. On va en parler tout à l'heure, mais la forfaitisation des infractions liées aux stupéfiants, par exemple. Par exemple, si je reviens juste sur l'organisation de la justice, on nous a dit effectivement on ne fermera aucun lieu de justice. J'entendais tout à l'heure le début du discours de la ministre qui disait quand même que le but est de réunir tribunal d'instance, tribunal de grande instance et même à terme les conseils des prud'hommes et les tribunaux de commerce. Si ce n'est pas ça, la mort des tribunaux d'instance, je ne sais pas ce que c'est. Et je partage tout à fait l'avis de Madame Mathias, et c'est l'avis du syndicat de la magistrature depuis le début. On va vider de leur substance. En réalité, c'est le justice où on va laisser de ci, de là, un petit peu de juge d'affaires familiales, un petit peu de petits litiges, comme on les appelle, du quotidien. Et puis progressivement, d'une part, ces juridictions vont être désertées par les personnels parce que très sincèrement, on a déjà du mal aujourd'hui à faire venir les magistrats et les fonctionnaires dans des zones déjà privées d'un certain nombre de services publics. Et puis, on finira par dire, mais regardez, de toute façon, personne ne saisit la justice, il n'y a pas de contentieux. Fermons ces tribunaux. C'est une manière mais très intelligente de faire une réforme de la carte judiciaire en douceur. Pierre-Benoît Babot du Châtelard, je voudrais vous entendre sur la question de l'organisation territoriale, mais aussi sur la question de cette vraie fausse concertation qui a été dénoncée par certains avec, je le disais, peut-être des questions directement inspirées de réformes en cours et de demandes répétées d'un autre ministère, le ministère de l'Intérieur. Oui, alors il y a en effet 2 points. La question de la réforme forcée sans concertation. Aujourd'hui, il y a un constat qui est très clair en matière de justice et en matière judiciaire. Il faut évoluer, il faut réformer. Et donc, en effet, il y a une volonté du gouvernement et de la garde des Sceaux d'agir vite. Il y a autour des mesures apportées un certain nombre de consensus. Et donc, des réformes qui ne font pas l'objet de discussions. Pour autant, dans le délai qui a été très court et qui était imparti, il y a eu une véritable concertation qui a pu associer dans le cadre de binômes des groupes de travail pour la réforme des 5 chantiers de la justice, à la fois des avocats, des magistrats, des universitaires, des élus des collectivités territoriales. Il y a des rapports qui ont été produits, notamment en matière numérique, par Loïc Cadiet sur l'open data, par Guy Canivet sur la numérisation de la justice. Il y a les forces de police et les enquêteurs qui ont pu être également consultés dans le cadre de la réforme de la procédure pénale. Donc concertation, oui, il y en a eu une. Sur la question de la réorganisation du territoire de la justice, le but de la réforme n'est pas de fermer des lieux de justice. Et je crois que la garde des Sceaux a été très claire depuis plusieurs mois déjà pour affirmer qu'il n'y aura la fermeture d'aucun lieu de justice. Il s'agit en fait de redéployer les moyens sur le territoire pour donner une taille critique à certaines juridictions en termes de ressources humaines. Parlons de la taille critique. Bobigny, vous comptez ouvrir un tribunal parce que c'est très bien de parler de la taille critique des juridictions. Nous, on est d'accord aussi sur le fait qu'il faille réfléchir à une taille efficiente de juridiction. Mais en fait, quand on parle de ça, c'est pour fermer les petits tribunaux qui sont ceux qui fonctionnent le mieux, qui globalement coûtent le moins cher. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est avoir des superstructures qui ne fonctionnent pas, on le sait déjà. Alors, il nous reste juste 1 minute, donc je voudrais tout de même vous entendre, avant de conclure quand même, sur un autre sujet qui a été abordé par Emmanuel Macron ce matin et qui est vraiment connexe à la question de la justice. C'est bien sûr la question des centres pénitentiaires, alors qu'il y a un très grand mouvement en cours aujourd'hui de blocage. Cette situation, est-ce qu'elle est vraiment dramatique? Est-ce que le système actuel est à bout de souffle? Dominique Attias. Elle n'est pas dramatique, elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Voilà. On est dans une situation inimaginable et j'admire même les agents pénitentiaires d'aller dans les lieux de détention où c'est une cocotte minute permanente et où c'est absolument invraisemblable qu'en France, on ait un système pareil. Juliane Pinsard, et sur les annonces d'Emmanuel Macron qui annonce un grand plan pour fin février. Alors les annonces d'Emmanuel Macron, elles sont encore une fois, on se demande où il va, parce qu'à la fois il nous dit, alors lutter contre la surpopulation carcérale, nous sommes parfaitement d'accord, ça fait
des dizaines d'années que tout le monde dit la même chose et que, en fait, ça ne marche pas. Il nous propose à la fois 15 000 nouvelles places de prison, donc ça, plus on construit, plus on remplit ces mécaniques. Et en même temps, il nous dit il faut recourir moins à l'emprisonnement. Donc nous, on est d'accord sur le fait de recourir moins à l'emprisonnement, mais comment? Quel est le signal qu'on envoie quand on dit on va ouvrir 15 000 places de prison supplémentaires? On ouvre les vannes encore un peu plus. Merci beaucoup. On n'a plus le temps malheureusement, mais on consacrera bien sûr un prochain débat à ce sujet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, ne manquez pas l'épreuve de vérité présentée par Michel Grossior, son invité Julien Drey. Bonne soirée et à demain. On avait l'habitude d'entendre commenter les tenues des femmes politiques, mais ce sont surtout les hommes qui innovent. Ces temps-ci, des costumes ultra fités d'Emmanuel Macron à la parka rouge vif de Laurent Wauquiez. Quels sont les nouveaux codes du vestiaire politique et pourquoi tant de poils au sommet de l'État? Cette semaine, nous déshabillons presque de façon littérale notre classe politique. Déshabillons-les. Demain à 23h sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Julien Drey est l'invité de...